La glace. Elle couvre la Terre sur 25 millions de kilomètres carrés, mais se concentre à 98% au pôle Nord et au pôle Sud. Au Spitzberg, l'hiver polaire s'est installé, le jour ne se lève plus, et la banquise a figé l'Antarctica dans son étreinte de glace. Alors cette glace, qu'est-ce que c'est exactement? Et comment aller à sa rencontre? La glace est un élément qui est hostile, dur, agressif. De nombreux bateaux des explorateurs polaires se sont fait broyer, se sont fait serrer et ont coulé. Quand une plaque de glace est un mouvement énorme, on ne peut rien faire. Il faut simplement essayer de composer avec. Donc il y a une multitude d'hostilités de la glace. Ne serait-ce que quand on marche sur la banquise, par exemple, quand on va vers le pôle Nord, elle est extrêmement traître. Il y a des fois où elle paraît solide comme ça et on peut passer à travers. C'est pour ça que ça demande une culture, l'approche des glaces. Elle ne vous laisse pas venir comme ça, la glace. Mais dès qu'on a oublié l'inconfort, on se rend compte que c'est un sujet d'émerveillement permanent, quoi. Il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir le cœur, sa curiosité, pour se rendre compte de tout ce qu'il y a de caché dans cet univers tout blanc. Il faut bien comprendre qu'il y a deux types de glace. Il y a la glace de terre, donc qui par définition se trouve sur les continents, et la glace de mer, qui donc se trouve sur les océans et sur les mers. Elles ont deux origines différentes. L'une, c'est de la glace d'eau douce, la glace de terre et la glace d'eau douce, qui vient de l'accumulation progressive de la neige en altitude ou sur les régions polaires, alors que la glace de mer, au départ, elle vient du gel de l'eau salée. L'étendue de la glace de mer, elle fluctue bien sûr. Elle fluctue en fonction des saisons. L'hiver, la mer gèle. Ce qui se passe, c'est que la mer, elle crée sa propre protection. Quand il fait froid, température négative, petit à petit, la glace va s'épaissir jusqu'à arriver à faire l'isolant entre l'air très froid et l'eau dessous qui est, on peut dire chaude, elle est à moins 1,8 degrés. Donc à un certain moment, cette glace épaissit et puis elle atteint l'équilibre. Dès que va arriver le printemps et l'été, cette banquise va recevoir donc la chaleur du soleil, se fracturer, et chacun des blocs va être pris par le courant, va partir en mer et va fondre. Donc la glace de mer, c'est quelque chose d'éphémère, qui se refait tous les ans et qui disparaît. À part bien sûr le grand océan glacial arctique du Nord, le pôle Nord est au milieu d'un océan qui est en permanence gelé. Les glaces de terre représentent une immensité qu'on n'imagine pas. Il y a bien sûr les glaciers, les fameux glaciers que l'on connaît en France, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, mais il y a aussi dans notre hémisphère le Groenland, qui est une immense étendue glaciaire, un glacier géant, plat. Et alors le plus grand glacier du monde, c'est bien sûr l'Antarctique, au pôle Sud. L'Antarctique fait 28 fois la surface de la France. On peut imaginer la taille de ce glacier, une épaisseur moyenne de 3 ou 4 kilomètres. Donc 90% de l'eau douce de la Terre est gelée. Le reste, les 10%, ce sont les rivières, les lacs. Donc l'eau douce, le réservoir d'eau douce de la planète, 90% de l'eau douce est gelée. Il y avait quelque chose qui me surprenait quand j'étais petit, c'était quand on parlait de neiges éternelles. Ces points blancs qui restaient sur la montagne en été. Et en fait, ces neiges éternelles, ce sont les glaciers. Elles sont éternelles à l'échelle d'une vie humaine. Mais en fait, si on se penche un peu sur le mécanisme de ce glacier, on se rend compte que le flocon de neige qui est tombé en haut de la montagne, ben, il peut mettre 50 ans, un siècle, pour arriver jusqu'en bas du glacier. Il y a ce mouvement qui est extrêmement lent,
on ne s'en rend pas compte. Il y a des mouvements encore plus lents, qui sont les mouvements du Groenland, par exemple, ou de l'Antarctique, où il y a une calotte de glace qui est relativement plane. Donc, elle n'a pas beaucoup de vitesse, la glace. Donc, elle va descendre tout doucement. On pense que la glace du fond va mettre presque 500 000 ans pour aller au bord. Donc, on ne se rend pas compte de cette avancée. Pour mieux se rendre compte que les glaciers sont en mouvement, il faut aller naviguer dans les régions polaires. C'est depuis la mer, quand on voit ces glaciers qui vêlent, comme ceux par exemple qu'on a pu voir cet été quand on est venu ici au Spitzberg se mettre en situation d'hivernage, c'est là qu'on se rend compte que immuablement les glaciers avancent. On est à la limite de la glace, là, et toute cette glace, en fait, elle est tombée à l'eau, avec le glacier qui vèle, c'est-à-dire il met bas en permanence de la glace. Alors s'il y a des gros blocs qui tombent, ça fait une énorme vague, et c'est cette vague-là qui peut nous renverser, donc il faut être prêt à partir. Alors là, on est à une saison où le glacier est très actif. C'est la fin de l'été, il y a eu des blocs qui étaient scellés par la glace qui sont tombés. Et même si on ne voit pas des effondrements là, les bruits qu'on entend. Voilà, donc ça c'est un effondrement qui se passe derrière, sur le front, parce que si on le voit du ciel, c'est extrêmement fracturé, donc l'endroit où le glacier est en train de tomber. Et donc il y a des effondrements qui se forment à l'intérieur des crevasses et qui donnent ces bruits très puissants. C'est là qu'on se rend compte de la puissance des glaciers. On est quantité négligeable, c'est dérisoire, quoi. L'avancée des glaciers, pas uniquement au Spitzberg, mais dans les régions polaires, au nord et au sud, est quelque chose qui est très étudié à l'heure actuelle. Et on l'étudie depuis l'espace, puisque avec un satellite, on a une vision générale. On essaye de déterminer ce qu'on appelle le bilan des glaces. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, le front glaciaire, la limite des glaces est stable, ou alors elle est en régression? Y a-t-il davantage d'icebergs qui sont formés, davantage de vêlage, ou alors les glaciers sont-ils en train, au contraire, d'augmenter? Et ça, c'est une interrogation, bien sûr, qui est liée à cette interrogation permanente. L'homme est-il en train de changer le climat de la Terre? Y a-t-il un réchauffement ou pas? Et donc aujourd'hui, il y a toute une série de chercheurs qui se sont spécialisés dans l'interprétation du bilan des glaces dans les régions polaires, pour avoir un indice climatologique. D'autres informations précieuses sont contenues dans les glaces terrestres. Ainsi, les scientifiques peuvent aujourd'hui déterminer les climats passés de la Terre en analysant les bulles d'air emprisonnées lors de la formation des couches de glace, siècle après siècle. Les glaces terrestres sont les archives climatiques de notre planète. En les consultant, on retrouve les traces de l'apparition des activités humaines et leur influence de plus en plus sensible sur l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. Mais il est encore difficile d'évaluer les conséquences de ce phénomène sur l'évolution de notre climat. Le savoir est cependant capital, car la mémoire des glaces nous le prouve aussi. La stabilité climatique actuelle, qui règne depuis la dernière glaciation, il y a environ 10 000 ans, est totalement exceptionnelle. À l'échelle d'une vie humaine, les glaciers semblent immuables. Mais les icebergs sont là pour nous rappeler que les calottes géantes de l'Antarctique et du Groenland sont en mouvement permanent. Un iceberg, c'est un bloc de glace qui est mis à l'eau par un glacier qui vèle. Alors il y a toutes les tailles, depuis, je dirais, la taille d'une voiture, petit bloc, la taille d'une maison, ou alors la taille d'un groupe d'immeubles,
Ça, ce sont les icebergs tabulaires. Tabulaires parce qu'ils sont plats comme des tables, que l'on voit en général au pôle sud. Ces monstres de glace peuvent mesurer plusieurs kilomètres et atteindre des tailles d'autant plus formidables que la partie émergée d'un iceberg ne représente qu'un cinquième de son volume total. La rencontre avec le premier iceberg, c'est quelque chose de fascinant. On s'est approché de cet iceberg, on est resté là des heures à regarder. La glace, c'est fascinant comme le feu. Ça, c'est la partie belle. Et une partie plus sournoise de l'iceberg, c'est le danger qu'il représente pour la navigation. Alors, bien sûr, tout le monde se souvient du Titanic, qui a heurté un énorme iceberg et qui a coulé. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Ces icebergs, qui sont en général assez conséquents, sont détectables au radar par les bateaux. Mais il y a quelque chose de plus dangereux que l'énorme iceberg que l'on peut détecter. Ce sont tous les blocs de glace qui s'en détachent. Un iceberg, petit à petit, se fragilise, se fracture, s'effrite et laisse dans sa traînée des blocs qu'on appelle des growlers, qui sont moins détectables et qui, eux, sont dangereux pour la navigation. Le café? Non, non, c'est bon. Je suis servi. Café norvégien pas terrible par contre. Hein. Ils en ont acheté à Languerdine. Il y a un drôle de goût. On passe le lait, s'il te plaît, là. Ouais. Le café? Non, non, c'est bon. Je suis servi. On va faire un petit cornflake. Peut-être une nouvelle recette comme ça. On met un peu de cornflakes dans le lait. Oh, t'as vu ça? On dirait des pancakes. On a l'impression que c'est un océan qui est en train de geler, ouais. Qui commence à se geler, ouais. La glace d'eau de mer, c'est quelque chose qui vient progressivement. Ce n'est pas tout d'un coup, du jour au lendemain, on se lève et dit « tiens, l'océan est gelé ». Il y a une descente en température progressive. Il faut voir aussi que ça touche une masse d'eau très importante. Ce n'est pas une petite mare qui va se geler à la surface. Là, il s'agit d'une grande masse d'eau salée. Les premiers indices, on les voit à la surface. On devine à la surface que la houle s'apaise. On a le sentiment que la mer est recouverte par quelque chose de visqueux, de pâteux, qui a un reflet différent. On devine avec les veines d'eau cette glace qui est en train de se faire. Ça, c'est le premier stade. Ensuite, petit à petit, si cette température de l'air continue à descendre, l'eau là, elle est à moins 1,8. Elle commence à se geler. Et si la température de l'air descend, eh bien, la glace va continuer à se former, s'épaissir. Alors, quand on est sur l'océan ou quand on est dans un fjord assez grand, c'est-à-dire où il y a de la houle, où la mer bouge, ces plaques de glace assez fines qui commencent à se faire, à s'épaissir, en fait, elles vont s'individualiser. Ça, c'est lié à la houle. Et ce qui est drôle, c'est que ces plaques, en fait, vont se frotter l'une contre l'autre. Elles vont continuer à s'épaissir parce qu'il fait froid. On appelle ça des nénuphars ou des pancakes. Ça fait des pièces rondes qui font entre 2 et 3 mètres de diamètre et qui sont entourées par un bourrelet de glace. Alors ça, c'est un stade déjà un petit peu plus avancé. Et si la température de l'air continue à descendre, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une soudure qui va se faire entre ces pancakes, entre ces blocs de glace, et puis là, l'océan va être définitivement recouvert. Cette plaque, une fois qu'elle est bien installée, elle ne bouge plus. La houle ne la casse pas. À moins que l'on soit dans des zones particulières,
qu'on appelle des polynies. La polynie, c'est quoi? La polynie, c'est un mot russe qui veut dire clairière. Ça veut dire que dans cet océan gelé, il y a une pièce d'eau qui ne gèle pas. Actuellement, là où je suis installé, là, il fait moins 25 et on peut s'interroger pourquoi effectivement l'eau qui est à côté n'est pas gelée. On est dans une zone tout à fait paradoxale qui est spécifique de la côte ouest du Spitzberg où il y a l'arrivée d'un courant chaud d'une branche du Gulf Stream. Alors il y a la rencontre entre cette eau chaude et cet air extrêmement froid à moins 25 qui est illustrée par cette forte évaporation. L'eau à l'heure actuelle est à moins 1,8, je dis bien moins 1,8, donc elle est très chaude par rapport à cet air à moins 25. Et on assiste à ces rideaux de fumée qui sont des rideaux de vapeur. L'eau s'évapore dans l'air froid. Alors, c'est tout à fait spécifique de cette zone-là parce qu'il y a un courant. Dès que la glace se forme à la surface, elle est emportée par le courant et le courant renouvelle un apport d'eau chaude. En bas là? Ouais. Voilà. 37 cm. 10 cm de plus qu'il y a 2 jours. Ouais. C'est 5 cm par jour, dit. C'est dingue. Hein. Actuellement, nous, on est là. Et ce qu'on voit ici, c'est en rouge, c'est les eaux qui sont plutôt chaudes. Chaudes, finalement, bon, bah, c'est 2, 3, 4 degrés. Et en violet, ici, c'est sous la couverture nuageuse blanche, c'est les eaux froides arctiques. Et en fait, on a la remontée des eaux chaudes qui sont issues du Gulf Stream ici. La descente des eaux plus froides arctiques. Et on voit que c'est pas une frontière bien nette, mais au contraire, c'est assez perturbé. Il y a des langues d'eau chaude, des langues d'eau froide. Et là, dans 2 mois, cette situation va être encore différente. La banquise aura recouvert la plupart des eaux au nord du Spitzberg et elle va se prolonger dans la direction du sud-est. Ça va être aussi assez intéressant à étudier, quoi. La banquise, cette eau de mer qui se transforme en glace, est beaucoup plus qu'un simple paysage des régions polaires. Elle joue également un rôle primordial dans la grande machine climatique terrestre. Son influence est planétaire. À bord d'Antarctica, on fait la cuisine à tour de rôle. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Moi, je ne suis pas un expert. Et je fais des choses simples. Je fais des pâtes. Les pâtes, c'est simple. Il faut des pâtes et de l'eau. Alors, ici, l'eau, ben, c'est la banquise qui nous entoure. Et c'est ce que je suis allé chercher pour faire ce plat. Donc, j'ai pris un bloc de banquise que j'ai mis là. Alors, c'est pas un problème parce que cette glace, elle est salée. Pour faire des pâtes, ça va très bien. Mais ça se complique si on veut faire du café. On fait le café avec de l'eau douce. Et pour ça, il faut prendre de la banquise plus ancienne. Une banquise qui a 1 an, 2 ans. Parce qu'il se passe un phénomène. La banquise, au départ, c'est de l'eau de mer qui est gelée. Petit à petit, va se faire une séparation de la glace et du sel. Le sel va se mettre dans des petites poches qui vont descendre par gravité et former des sortes de saumures, c'est-à-dire de l'eau très très salée, très épaisse, sous la banquise. Et par gravité, et parce qu'elles sont froides, elles sont denses, elles vont descendre, et entraînant dans ce mouvement des masses d'eau importantes qui vont créer les courants profonds qui tapissent l'ensemble de l'océan mondial
Et ces courants profonds représentent une machine très très importante de l'équilibre climatique. Chaque année, d'énormes masses d'eau sont ainsi mises en mouvement par la formation de la banquise. Devenues très denses, ces eaux plongent et cheminent au fond des océans, transportant des sels nutritifs, du gaz et surtout du froid qu'elles redistribuent dans les zones tempérées et même équatoriales. La formation de la banquise est l'un des moteurs principaux de la grande machine climatique planétaire, un phénomène qui prend naissance loin des hommes, dans le froid et la nuit des régions polaires. Ici au Spitzberg, en plein cœur de l'Arctique, il fait froid en permanence, il fait nuit en permanence. Alors pourquoi ? C'est une question de situation et une question de soleil. Alors bien sûr, il ne faut pas tenir compte de l'échelle. Le soleil est beaucoup plus loin sur le plan de l'équateur, mais on se rend compte que les rayonnements du soleil arrivent de plein fouet dans les régions équatoriales et sont extrêmement rasants dans les régions polaires. Alors comme la Terre est inclinée, en période d'hiver, le pôle Nord est complètement dans l'obscurité, ne reçoit aucun rayon solaire, donc la mer gèle et les continents se recouvrent d'une couche neigeuse. La Terre continue à tourner sur elle-même jour et nuit, et puis autour du Soleil pour les saisons. Là, nous sommes en été. On se rend compte que le pôle Nord, par contre, reçoit le Soleil en permanence, mais comme la neige est blanche, comme la glace est blanche, elle renvoie pratiquement 90% du rayonnement solaire, si bien qu'elle refuse la chaleur du Soleil. Donc la glace et la neige sont en fait les garants de la permanence du froid dans les régions polaires. Donc cette Terre, en fait, c'est un système très très instable, avec le pôle du chaud ici dans les régions équatoriales et deux pôles du froid au nord et au sud. Et la nature, elle a tendance à équilibrer ce dipôle en fait. Alors, elle a tendance à équilibrer en mettant en œuvre ces deux grands fluides que sont l'air de l'atmosphère, qui va monter des régions équatoriales et être progressivement remplacé par l'air froid des régions polaires, et mettant en œuvre aussi son deuxième fluide qui est la masse d'eau des océans. Alors, les eaux chaudes de surface vont monter vers les régions polaires, se refroidir, plonger et créer les courants profonds. Alors, si vous rajoutez à ça la rotation de la Terre, vous en fait créer les courants dominants, les vents dominants, qui sont les éléments fondamentaux de la machine climatique terrestre. Notre machine climatique met en jeu des processus complexes et instables où les régions polaires tiennent un rôle primordial. En été, les glaces permanentes, en refusant la chaleur du soleil, garantissent aux régions polaires le rôle de pôle du froid. En hiver, la formation de la banquise est l'un des moteurs principaux des grands courants océaniques mondiaux et des transports thermiques. Pour les scientifiques, mieux comprendre l'équilibre de nos climats et tenter d'en prédire l'évolution passe par les glaces de l'Antarctique et de l'Arctique. Pour moi, la glace, c'est qu'un état de la matière. Je crois qu'on ne peut pas dissocier la glace des régions polaires. C'est comme quelqu'un qui va dans le désert du Sahara. Il n'y va pas parce qu'il aime le sable, il y va parce qu'il aime le désert. Tous ceux qui ont approché la glace, la banquise, avaient cet attrait pour les régions polaires. Alors, pour de multiples raisons, nos prédécesseurs pour aller au pôle, aujourd'hui les chercheurs pour étudier la glace, et puis tout simplement par amour pour ces régions. On ne va pas à la rencontre de la glace, on va à la rencontre du grand désert blanc. C'est un monstre froid, la banquise. Ça a des reptations, ça a des écailles. C'est un peu comme si on marchait sur le dos d'un monstre, quoi. Elle est à l'échelle planétaire, c'est-à-dire que dès qu'elle se met à bouger, elle déplace des choses qui dépassent complètement notre entendement. Il faut avoir un pacte avec les régions polaires, un pacte personnel. Quand on va vers ces régions qui sont hostiles, c'est vrai qu'ils sont hostiles comme tous les déserts, on n'y va pas pour s'abandonner.
On ne va pas se reposer ici sur la banquise. On y va parce qu'on a quelque chose en soi qui attire vers ces régions. Ici, il n'y a presque rien, mais on peut s'y ravir.